Merci beaucoup. Et on arrive à la toute dernière conférence de la journée. C'est les enjeux de la préparation magistrale en pharmacie avec le docteur Neshida Amroun qu'on invite à prendre la parole. Ça va, son nom. Honorable assistance, bonjour. Alors, je suis vraiment très heureuse d'être parmi vous pour partager cette présentation qui a pour thème, qui me tient à cœur justement, les enjeux de la préparation magistrale en officine dans le système public algérien. Donc, on va parler, et avant de commencer, je tiens à remercier Dr Nedjari de nous avoir dédié cet espace-temps que je juge vraiment très privilégié. Et on va parler globalement du préparatoire. Moi, je le nomme le petit orphelin de la profession, parce qu'on n'en parle jamais assez. Et donc, on va parler de la préparation, du préparatoire d'une façon globale. Et on va essayer de mettre l'accent sur la préparation magistrale. Donc, que ce soit le préparatoire hospitalier ou le préparatoire officinal, ils ont la même mission, à savoir être au service de la santé. Malgré, bien que le pharmacien a d'autres, il y a toute une trame de missions, et entre autres, il y a le préparatoire, mais malheureusement, il est en déclin. De toute façon, ce n'est pas propre à l'Algérie. Le préparatoire, il connaît un déclin à travers le monde entier, sauf que chez nous, ce déclin, il est accentué par certaines conjonctures qu'on va voir par la suite. Donc, il faut savoir qu'il y a 4 sortes de préparation. Donc, il y a la préparation officinale, il y a le produit divisé, et il y a la préparation à base de plantes. Et à mon grand désarroi, c'est à notre grand désarroi, normalement, c'est des domaines qui nous ont complètement échappé. Donc, ce qui nous reste, c'est la préparation magistrale. Malheureusement, là aussi, elle est vraiment menacée. Et pourtant, elle a un ancrage juridique. Et la loi 2018, juillet 2018, elle est venue pour cerner la préparation magistrale avec tout un arsenal d'articles. Et il ne faut pas oublier que la préparation magistrale, c'est un médicament. Et elle répond aux mêmes exigences, et à la définition et aux mêmes exigences que le médicament. D'ailleurs, je ne vais pas vous embrouiller l'esprit avec les articles, mais c'est juste pour vous dire qu'il y a l'article 208 qui définit le médicament, et il intègre la préparation magistrale, et l'article 210, il reprend la préparation magistrale toute seule, il la définit, on va la revoir par la suite, et le reste de 211 jusqu'à 217, il parlera, la loi parle de l'exécution du personnel, etc. Et après, on a les substances, l'article 244 et 245, il parle de substances de préparation vénéneuse. Et dans l'article, la pharmacie d'officine, l'article 249 et 250, il revient sur les locaux où la préparation magistrale doit être exécutée et le personnel, à savoir, je le dis tout de suite, soit le pharmacien titulaire ou bien l'assistant ou les assistants, pharmaciens assistants, ou bien les collaborateurs sous la responsabilité du pharmacien. Avec tout ça, malgré qu'il y a la loi, donc tout est noir autour du préparatoire. Le préparatoire, il évolue dans un milieu hostile. Tout est hostile pour... et d'ailleurs, on va énumérer les contraintes. Et c'est comme si ça ne suffisait pas. Le préparatoire divise les officinaux en 2 catégories. Il y a la catégorie des adeptes des préparations,
qui tiennent à perdurer, à faire perdurer, à pérenniser ce savoir-faire unique. Et il y a d'autres, l'autre catégorie, on n'est pas là pour juger les gens, n'est-ce pas, qui préfèrent se consacrer aux autres missions. À tort ou à raison, on verra par la suite. Donc là, je reprends le chapitre 2, article 210. Regardez qui stipule la préparation magistrale. Tout médicament, on a bien dit médicament, préparé extemporanément en exécution d'une prescription médicale en raison de l'absence de spécialité pharmaceutique disponible ou adaptée. Donc, on notera que c'est un médicament. Notez le caractère extemporané, notez la prescription médicale, l'ordonnance, c'est une condition sine qua non. C'est pas ce qu'on voit sur le terrain. C'est pour ça que moi je suis une passionnée et révoltée. C'est pas ce qu'on voit sur le terrain. Je sais pas, est-ce que c'est par méconnaissance? Je dirais pas autre chose. Les médecins disent verbalement aux patients de renouveler l'ordonnance, chose qu'on ne peut pas faire. La loi ne nous permet pas. Et il faut retenir une chose, que la préparation magistrale, c'est un acte pharmaceutique à responsabilité multidimensionnelle. Déjà par rapport à la profession, par rapport aux malades, mais on est responsable devant le pénal, si jamais il y a quelque chose. Donc, vous voyez, c'est pas... Donc là, je vous ai présenté une ordonnance type de préparation magistrale, mais notez qu'on n'a pas mentionné préparation, alors que le médecin devra écrire préparation magistrale. Donc là, on devine qu'il s'agit d'un enfant, puisqu'il y a Josacine 250, et en bas, on a l'Opril 25 un quart, et l'Azilix, un huitième. Surtout que si le malade n'a pas été informé qu'il s'agit de préparation, le malade atterrit chez nous, quand on lui dit que c'est une préparation, il est éberlué, il ne sait pas trop. Il est comprimé pour un enfant, surtout que si ça atterrit quand le pharmacien est absent et que le collaborateur n'a pas été assez informé. Et souvent, on sert dans des pharmacies, on sert le comprimé et on dit au malade de donner un huitième. Comment? Je ne sais pas. Donc, évidemment, la préparation magistrale revêt un caractère nominatif. Elle est nominative, c'est une préparation extemporanée, donc nominative. Elle doit être exécutée fidèlement à la prescription. On n'a pas le droit, sauf s'il y a des interactions, on a des données. Là, on va établir le dialogue avec le médecin pour suggérer, ou enfin, il faut une concertation. Mais sinon, on doit respecter fidèlement. Et tout ça doit être consigné dans un ordonnancier, chose que même les confrères ne le savent pas, et les médecins aussi. Il faut que ça soit comme les psychotropes, consigné dans un registre avec un numéro d'ordre. C'est quoi le numéro d'ordre? C'est une référence qui renvoie à un certain nombre de données, telles que le nom du médecin, et ça c'est très important. On a beaucoup de soucis par rapport à ça. Pourquoi? Parce que souvent le cachet n'est pas clair, le cachet humide n'est pas clair, et donc on est obligé de... Parce qu'il faut enregistrer. Et, tenez, maintenant la numérisation, elle va régler ce problème. Parce qu'on sera obligé de remplir la case et on va demander le nom du malade, j'allais dire nom du malade. Mais au fait, après, il y a eu un incident avec des jumeaux qui avaient 2 poids différents, et il faut le nom et prénom du malade. Et on n'a reçu que 2 fois des ordonnances néonates pour le phénobarbital avec un prénom. Le nom, il n'y avait pas le nom sous prétexte qu'il est né sous X. Mais comment régler ça? Moi, j'ai refusé.
d'autant plus que c'est un psychotrope. C'est pour vous dire un peu les problématiques. L'âge et le poids, on va voir tout à l'heure que souvent ça fait défaut. Parce qu'une ordonnance, n'est-ce pas, je vous rappelle qu'il faut l'analyser. Et parfois, on refait les calculs. On va voir est-ce qu'on n'a pas dépassé la dose. Parce que si la dose elle est dépassée, il faut que le médecin mette en rouge, je dis bien, kada wa kada. Chose qu'on ne voit pas, surtout avec les nouvelles générations, je crois qu'ils ne sont pas assez formés pour ça. Donc, j'insiste, pour l'âge et le poids, c'est pour l'analyse de l'ordonnance. La date de l'ordonnance, la composition de la préparation, il faut qu'elle soit claire, parce que parfois, c'est sous forme de traits, vous comprenez. Donc, ce n'est pas évident, il faut rentrer en contact, sinon refuser carrément. On a le droit de refuser. Et la date de l'exécution. Alors, tout ça, comme je vous ai dit, doit être consigné dans un registre pour, au cas où il y a un problème, on pourra répondre. C'est par souci de traçabilité. Notez, là, j'ai entouré les 2 préparations magistrales pour cet enfant et le KCL. Là, c'est juste un petit clin d'œil pour les pharmaciens officinaux. Arrêtez. Si KCL il est en rupture, on peut le faire à la pharmacie. C'est très, très simple. Il suffit juste de renouer avec la paillasse. Donc, ce n'est pas la peine d'attendre le fournisseur et que vous fournissez 100 000 dinars pour avoir 5 ou 6 flacons. Il y a des préparations qui peuvent être une alternative pour les ruptures. Ça, c'est juste un petit clin d'œil. Et naturellement, tout ça est fait en respectant les BPO, les bonnes pratiques de préparation officinale. Elles sont là, c'est un ensemble de procédures qui sont là pour faire élaborer une préparation de qualité et bien sûr garantir ces gages de la sécurité et la traçabilité. Alors, si on va faire un état des lieux, c'est bien comment dirais-je, d'analyser les choses et de voir les choses avec du recul. Alors, j'ai fait une comparaison ici et ailleurs. Donc, si on va énumérer un peu les contraintes qui poussent les gens à occulter les préparations d'une façon générale. On a vécu la décennie noire, ça c'est les anciens qui connaissent ce problème. Donc tout le monde, tous les pharmaciens sont débarrassés de leurs réactifs, notamment le soufre, la glycérine, etc. La pharmacie centrale hospitalière n'importait plus ni la matière première ni les articles de conditionnement. Donc c'est un désarroi total. Il y a la réglementation, j'insiste là-dessus, la réglementation, elle est floue en matière de tarification. Le même quartier, 2 pharmacies, une préparation, elle coûte 200 000, on va 2 000 dinars, et à côté, elle coûterait 6 000 dinars. Ça, c'est pas normal. Et donc, on a préparé un dossier avec le SNAPO pour harmoniser, qu'il y ait 100 ou 200 dinars. C'est tolérable parce que ça dépend des fournisseurs, d'où est-ce qu'ils ont acheté leurs matières premières, les articles de conditionnement, mais qu'il y ait une différence comme ça. Et d'ailleurs, suite à ça, les caisses d'assurance, elles ont gelé les remboursements. Et un autre problème, et un grand problème, la sous-traitance. La sous-traitance, et d'ailleurs, il doit falloir travailler dessus, parce qu'il y a un vide juridique. Vous vous rappelez de la définition. Quand on voit la réglementation ailleurs, que ce soit la France, la Belgique, juste après le point, il y a un chiffre, vous cliquez dessus, et on a tout ce qu'il faut, l'accompagnement juridique par rapport à la sous-traitance, chose absente chez nous. Donc, en plus, c'est comme si ça ne suffisait pas encore, et l'exercice officinal n'est plus comme avant.
il a connu une mutation. On a une surcharge administrative croissante qui est vraiment chronophage. Ça ne laisse pas beaucoup de temps aux préparations. Et le manque de personnel qualifié, chez nous, dans notre pays, il y a plus d'écoles de formation professionnelle pour les préparateurs en pharmacie. Et le cursus universitaire, je l'ai mis en rouge. Et j'aurais aimé, ce matin, on a parlé des masters, ils ont parlé du master dermocosmétique, mais il n'y a pas que ça. La préparation magistrale, elle reste orpheline. Et dommage qu'on n'a pas intégré ça. Et il est temps de réfléchir à ça, ça nous interpelle. Et la rupture avec la formation continue, heureusement que là, je crois que là, ça contredit un peu. Mais bon, d'une façon générale, les pharmaciens, ils sont cloîtrés dans leurs officines et pourtant, il y a du nouveau. Alors, ailleurs, qu'est-ce qui se passe ailleurs? On a eu de la chance d'aller voir, je vais le citer, même si ça va lui faire de la publicité, mais c'est pour la bonne cause, le préparatoire d'Elpech, et franchement, il n'y a pas photo. Alors, ailleurs, qu'est-ce qui se passe? Vous savez, il y a des entrepreneurs qui ont investi le créneau. Il y a des entreprises, des fleurons d'entreprises qui sont là, qui préparent, par exemple, les véhicules, tout ce qui est excipient. Et pour faciliter la tâche, pour le gain de temps, pour faciliter la tâche aux pharmaciens préparateurs, il n'a qu'à incorporer son principe actif, dont, par exemple, les suspensions. Elles sont c'est très fragile, les suspensions, et c'est pas évident de réussir une bonne suspension. Rappelez-vous de phénomène de caking, quand il y a trop d'électrolytes, il y a le caking. C'est-à-dire que notre suspension, elle se remet pas en solution. Nos particules ne se remettent pas en suspension, et lors de la prise, on peut tomber sur un surdosage ou là un sous-dosage. Donc il y a plein de comme Fagran, et il y a toute une logistique qui est dédiée justement aux préparations magistrales. Il y a des transporteurs, c'est pas comme chez nous. Il y a des transporteurs, il y a plein de choses. Il y a des fournisseurs de matières premières délivrées en petit conditionnement, parce que ce n'est pas à l'échelle industrielle. Et c'est pour vous dire que les gens travaillent, et donc le préparatoire, c'est vrai qu'il était en déclin, mais là, il est en train de prospérer ailleurs, contrairement chez nous. Et j'espère qu'avec ce genre de journée, quelque chose sera semé en nous. N'est-ce pas, la jeunesse? Donc, cette photo, je l'ai prise, ça nous a fait mal au cœur, parce que, justement, le préparatoire, pour qu'il voie le jour, on est condamné à travailler en réseau. Il faut travailler en réseau, en association, pour justement faire évoluer les choses. Et regardez, en Europe, c'est pas qu'ils sont bêtes, donc ils établissent des passerelles déjà en interne, donc tout ce qui est en bleu, c'est laboratoire, donc déjà entre eux, et même en externe. Donc regardez les échanges qui sont vraiment fructifiants, et c'est très intéressant. La digitalisation, n'est-ce pas, docteur? Là, ailleurs, ça y est, tout est numérisé. Donc, à tout moment, au moindre clic, on a notre kilo d'acide salicylique, et 1 gramme, il est parti pour la préparation X, 3 grammes, ils sont partis dans la préparation Y. En un clic, on a toutes les données. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Nous, on est
à avoir des ordonnances mal écrites, ça fait très très mal au cœur. Bon, donc c'est des véritables assistants pour la traçabilité, et il y a des start-up, etc., etc. Alors, pourquoi la préparation magistrale? Est-ce qu'on peut s'en passer? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'il y a un désert pharmaceutique. Il faut savoir que dans la population des malades, on a surtout deux franges de population qui sont vraiment vulnérables, à savoir la pédiatrie et la gériatrie. La pédiatrie, on comprend pourquoi l'industrie pharmaceutique, elle est frileuse. Et bien sûr, elle raisonne en matière rentabilité. L'approche, elle n'est pas la même que par rapport aux médicaments du diabète et l'hypertension, n'est-ce pas? Donc, et puis, il y a un problème d'éthique. Qui c'est qui va donner son enfant pour des essais, etc. Donc, on est dans certaines situations, on est dans une impasse pharmaceutique. Et la frange gériatrie, maintenant, avec l'espérance de vie qui est allongée, donc on a plus de malades et qui ont besoin et qui présentent des états physiopathologiques qui nécessitent ces préparations. Donc, finalement, les préparations, elles sont incontournables. Alors là, comme il a fait Boudindouna, n'est-ce pas? Je l'ai volé. C'est une expression que j'ai aimée. Ça m'a percuté. Je l'ai vu ailleurs, bien sûr. Alors, quand un médicament est en rupture, pour vous, c'est un incident. Pour les patients, cela peut vite devenir un accident à méditer. Alors, l'intérêt de la préparation magistrale, les intérêts, ils sont nombreux. Alors, déjà, ajuster la posologie, selon l'âge, le poids du patient, encore une fois, pédiatrie, gériatrie, pathologie modifiant le métabolisme du principe actif, à savoir l'insuffisance rénale ou hépatique. On a des adaptations de la forme galinique, par exemple pour des raisons de déglutition ou dysphagie, soit par immaturité ou pathologie, ou des malades sous sonde nasogastrique. On a aussi des solutions d'oligo-éléments pour les insuffisants rénaux, en pédiatrie, en gériatrie aussi. Autre chose, donc ça c'est pour les médecins. Alors on a une flexibilité et liberté dans le choix des principes actifs déjà, le choix du dosage, la forme galinique. La forme galinique, par exemple, j'ai un exemple qui me revient souvent, c'est l'Azilix. L'Azilix, en France, il y a la forme sirop. Sauf que, comme c'est une molécule instable et lors de la formulation, on intègre un peu d'alcool et qui n'est pas apprécié par les enfants. Donc, on a une observance, évidemment. Donc, les pédiatres préfèrent prescrire la forme gélule pédiatrique. C'est un cas parmi tant d'autres. Hein. Il y a aussi les problèmes d'allergie. Il y a des enfants, par exemple, qui ne supporteraient pas les sirops là où il y a le colorant jaune pour avoir le goût banane. J'ai oublié la molécule, comment elle s'appelle, la citrisine, je ne sais pas, bref. Et la quantité à prescrire en fonction de plusieurs paramètres physiopathologiques. Alors tout ça, il y a une compliance renforcée, n'est-ce pas? Et c'est ce qui est recherché, parce que la tendance maintenant est vers la médecine personnalisée, surtout après le Covid. Et adhésion au traitement, c'est l'objectif, et évidemment, on aura une observance, je crois qu'elle détermine la réussite ou l'échec thérapeutique. L'observance, c'est l'objectif de tout le monde. Et en plus, en faisant la préparation magistrale, il y a la dimension psychologique qui est mise en valeur et la relation est nettement améliorée. Donc, ça permet de fidéliser le patient grâce à une personnalisation du traitement.
Autre chose, une petite pensée pour l'écologie. Évite le papillonnage du malade. Et Dieu sait, on connaît ces malades qui papillonnent. Et donc, il y a une surconsommation de médicaments, même s'il n'a pas pris. Et comme il a dit Dr Marouane, n'est-ce pas, ailleurs, il y a des circuits pour reprendre les médicaments. Chez nous, il y a absence. Et on n'ose même pas imaginer les dégâts sur la nature de tous ces médicaments qui n'ont pas été pris, qui connaissent, enfin, qui atterrissent à la poubelle. Ah oui, oui. Alors, meilleur contrôle de l'automédication, justement. Remplacement des spécialités utiles, supprimées ou non disponibles. Là, par exemple, j'ai une pensée pour le glycérol en sirop. Le glycérol en sirop, il est utilisé soit avant ou juste après les opérations des tumeurs cérébrales. C'est pour une résorption. Et malheureusement, nos confrères qui n'assistent pas aux journées, qui ne sont pas informés, eh ben, ils dispensent glycérine suppo. On a eu ce genre de soucis. Possibilité d'association justifiée telles que le principe actif érythromycine, métronidazole, dosage précis, efficacité meilleure. Évidemment, ce n'est pas comme l'industrie. Tout ce qui est préparé artisanalement, il est meilleur, ça c'est clair. Donc, autre chose, l'impact socio-économique à toutes les échelles, aussi bien pour le malade déjà, les caisses d'assurance, elles seront contentes, la CNAS et compagnie, et l'officine. Donc, il faut garder la médecine personnalisée, c'est un triangle. Au fait, le cercle est bien fermé. Le patient, pharmacien, le prescripteur, la préparation magistrale, elle est au cœur justement de ce triangle. Alors, la place de la PM dans la prise en charge des pathologies, à qui s'adresse la PM? Elle s'adresse à tout le monde. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, surtout pédiatrie et gériatrie. Et notez le stéthoscope, le symbole de... Il faut la prescription. On ne renouvelle pas sans prescription. C'est au cas où un problème, n'est-ce pas? On ne peut pas verbalement renouveler une ordonnance ou préparer quelque chose. On reçoit par exemple des bouts de papier parce qu'il a rencontré un médecin, il a rencontré un malade dans un café ou quelque part et sur un bout de papier, ni caché, ni rien du tout. Non, il faut refuser ce genre de préparation. Et les organes touchés, eh ben, pratiquement tout. Alors, là, donc le cerveau, donc on a les psychotropes, tels que le phénoxal, justement, entre parenthèses, le parkidil, dans des cas d'ataxie, etc. Le cœur, c'est souvent la pédiatrie. La néphro, les poumons, les pressions intrapulmonaires, et gastrique, là je pense au julep gommeux, c'est charab al-mun'ish, n'est-ce pas? Ça c'est pour tout ce qui est RGO. Et la peau, on n'en parle même pas parce que la dermato, c'est la grande consommatrice de préparation magistrale. Et pour l'ophtalmo, je pense à... Il faut savoir qu'il y a des confrères qui ont investi en équipement. Ils préparent, ils sont passés même aux préparations stériles. Et donc, dans les complications de la polyarthrite rhumatoïde, elle a des impacts sur les yeux. Et les gens, ils ont besoin de la cyclosporine. La cyclosporine en gouttes, il faut savoir que même en France, il y a des ruptures de stock. Les gens la ramènent des États-Unis et un flacon pour un mois, coûte 18 000 dinars. C'est pour vous dire un peu. Voilà. Alors, les PM, c'est médicaments sur mesure. J'aime bien le slogan. Les formes galéniques concernées. Alors, on a toutes les formes pratiquement. Les solutions, sirop, suspension, les gels, les pommades, les crèmes, julep gommeux, comme je l'ai dit, gélules pédiatriques ou autres. Les coulires, je viens d'en parler. Par contre, tout ce qui est ovule, suppôt, ailleurs, ça se fait.
Chez nous, malheureusement, on n'a pas de fournisseur de ces moules. Les classes médicamenteuses touchées, évidemment, la dermatologie, elle prend la part du lion. La cardio, chez moi à l'officine, c'est la cardio. La néphro, les antibiotiques, les isoniazides et la rifampicine, pourtant c'est des médicaments hospitaliers. Malheureusement, il se trouve que soit qu'il n'y a pas de pharmacien, ou pour je ne sais quelle raison, et on délivre aux malades sa boîte d'isoniazide ou de la rifampicine, et le malade sort en ville pour chercher un pharmacien préparateur pour lui préparer. Bon, ce circuit, est-ce qu'il est réglementaire ou pas? Je ne sais pas. On verra par la suite. Les psychotropes, l'ophtalmo, gériatrie et les soins palliatifs. Alors, la préparation magistrale, l'alternative, souvent incontournable, est source d'innovation. Vous allez me dire comment on innove dans un préparatoire. Eh bien, ailleurs, chez nous, malheureusement, il n'y a pas. Eh bien, il y a un tricyclique qui est l'amitriptyline comme alternative à la prégabaline et la gabapentin qui sont prescrits pour des douleurs chroniques rebelles telles que la neuropathie des diabétiques ou bien la neuropathie chimio-induite. Et dans les cas de l'allodini, justement, elle est dosée, c'est une crème dosée à 2%, on peut aller jusqu'à 10%. Et apparemment, la posologie, elle est de 1 à 3 fois par jour. Début d'action 2 semaines. Et son action peut être potentialisée par la capsaïcine ou bien en ajoutant la clonidine. Et apparemment, ça donne d'excellents résultats. Vous m'excusez? C'est pour vous. Juste pour vous dire que voilà, on la prépare maintenant, le laboratoire d'Elpech, il la prépare directement dans le pot. Comme c'est des préparations à application long terme, donc il prépare 3 pots pour 6 mois et donc il ne passe pas par le mortier. Donc, c'est pour vous dire les fleurons de l'industrie, comment ils sont en train d'exploiter ces créneaux. Donc, non seulement ils fabriquent des excipients et la matière première, ils sont attaqués même au conditionnement, des articles de conditionnement. Donc, chaque malade, il a sa préparation qui est faite directement dans le pot. Ça élimine, comme c'est à long terme, donc ça élimine les contaminations, etc. Et donc, ça c'est important. Pourquoi? Parce que même la durée de vie, la durée d'utilisation, elle va être prolongée. La préparation magistrale, généralement, c'est 3 mois. Avec ça, on peut garder 6 mois, même plus, voire plus. Et c'est extraordinaire. Voilà l'innovation. Alors, losartan. Losartan, ça vous dit quelque chose, losartan? Un antihypertenseur, très bien. Sauf qu'on a, apparemment, on lui a trouvé un autre effet, c'est comment dirais-je, à visée de fibrose. Pourquoi? Par exemple, on a l'épidermolyse bulleuse. Ça, c'est un malade, c'est mon malade à moi. Hein. C'est un enfant qui a 4 ans et demi, 5 ans. Et en plus de ça, il est hyperactif, malheureusement pour lui et pour les parents. Alors, l'épidermolyse bulleuse, c'est quoi? C'est une maladie où l'épiderme est très fragilisé. Au moindre traumatisme, il a des cloques. Quand je dis le moindre traumatisme, c'est-à-dire vous lui faites ça, ce simple geste, et hop, la cloque, elle sort. C'est vraiment dramatique et c'est un enfant. On a besoin bien sûr, de le doucher. C'est pas évident de lui enlever chaque matin quand on lui enlève ses vêtements pour le changer. C'est un supplice
Pourquoi? Parce que les vêtements collent. Je ne vous dis pas. Donc, c'est un enfant qui vit avec les préparations magistrales. Donc, son médecin, il n'y a pas de médicaments parce que c'est génétique. Au fait, je crois que c'est codé sur le gène 15. Donc, il n'y a pas. On le soulage avec des pommades à base de corticoïdes, antibiotiques et mébo. Et je vous laisse aisément penser le coût que ça fait. Et encore faut-il trouver tous les produits, n'est-ce pas? Donc, losartan à visifibrose en l'absence d'alternatives thérapeutiques. Dans certains formats, parce qu'il y a plusieurs formes, l'excipient, bon, là aussi, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des entreprises qui préparent le liposomal pentravant, assure une pénétration optimale du principe actif sous les couches fibreuses. Je ne vous cache pas que je l'ai essayé, mais bon, moi, je n'ai pas cet excipient. Je l'ai fait dans le col de crème. Donc, la forme galénique, elle était là. On a obtenu la préparation lisse, jaune, pâle, tout ce que vous voulez. Mais est-ce que ça lâche le principe actif? Je ne sais pas. On n'a pas essayé. Et regardez le remboursement. Regardez comment ailleurs, les autorités suivent ces malades, parce que les maladies orphelines, c'est parce qu'il manque, n'est-ce pas? Et regardez le remboursement. On a mis au point losartan. Quelques temps après, elle est passée au remboursement. Et c'est formidable. Donc, un petit mot, je profite de cette journée justement pour parler un peu de l'ordonnance, de la préparation magistrale et de son circuit. Je suis... regardez l'ordonnance de l'Azilix 40 mg. C'est une ordonnance que j'ai prise des réseaux sociaux. Alors, l'Azilix comprimé 40 mg, une boîte, surcharge 3 mg 2 fois par jour après dilution. Comme dirait l'autre, halil ou naqish. Je ne sais pas. Qu'est-ce que je dois faire? Et donc, quand ça atterrit dans les réseaux sociaux, et donc on a des commentaires. Alors, les commentaires, des suggestions, comment on doit faire, etc. Et c'est vraiment dramatique. Alors là, je ne sais pas, est-ce que ce médecin qui a prescrit cette ordonnance, est-ce que c'est par méconnaissance ou il s'adressait aux pharmaciens hospitaliers donc, et que le malade, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ce genre d'ordonnance ne doit pas exister. Une autre ordonnance que j'ai reçue ça, récemment, ça ne fait pas longtemps d'ailleurs, il y a la date, donc c'est le fluconazole sirop, 3 mg par kilo par jour, une prise par jour. Ok, mais est-ce qu'il y a le poids? Il n'y a pas le poids. Comment je vais? Déjà, le sirop, ça n'existe pas. Donc, je suppose, et j'espère que c'est ça, je suppose que l'ordonnance, comme ça vient d'une structure étatique, je suppose que le médecin, il s'est adressé aux pharmaciens hospitaliers. J'espère que c'est ça. Et que, voilà, pour des raisons X, le malade, il est sorti en ville. Non? Oui, justement, je ne voulais pas aborder ça parce que ce n'est pas évident. Oui, oui, au fait, je ne voulais pas en parler, mais maintenant que vous me tendez la prêche. Oui, mais c'est du bricolage parce que les mamans, on a eu un cas comme ça et la petite, on l'a perdue, elle a 4 ans. Et donc, ce monsieur, il venait chercher ses médicaments chez moi. Et je lui ai suggéré, je lui ai dit, écoutez, on fait ça. J'ai écrit même un mot pour le pédiatre pour lui dire que, voilà, au lieu de faire le bricolage, diluer, tirer... Parce que vous savez, la maman, s'il y a d'autres enfants, il y a des problèmes, des soucis, et elle est apte. Soi-disant, on leur fait une petite formation 2 jours à l'hôpital, mais ce n'est pas évident de prélever 1,8. Ah, tout à fait, tout à fait. J'ai pas voulu en parler. Et vous savez, j'ai écrit un petit mot que j'ai remis aux patients
Et malheureusement, la fois d'après, il a trouvé un remplaçant. Et en remettant le mot, il l'a lu, il l'a froissé, il l'a jeté à la poubelle. Malheureusement, Yanni. Et au bout de quelques mois, la petite, elle est partie. Voilà. Voilà. Donc là, pour le fluconazole, on a dû appeler le médecin parce que quand ça vient de la structure, on peut pas, il y a pas, il y a pas le, oui, il y a pas de téléphone, il y a rien. C'est pour ça que j'en parle. J'en parle pour qu'on formalise. Il faut que les entités telles que Snapo et le CNOP et il faut une interconnectivité. Sinon, ça peut pas. L'autre cas, l'isoniazide. Voilà, INH 360 mg par jour. Qu'est-ce qu'on doit faire? Il vous ramène la boîte, ça veut dire qu'elle a été délivrée. Et est-ce que légalement, on a le droit de donner l'isoniazide comme ça pour un malade? Je ne sais pas. Franchement, ça interpelle plusieurs niveaux. Voilà. Donc, ce qui serait normal, c'est que le prescripteur déjà, il doit informer le malade que c'est une préparation, parce que, au fait, les gens, je sais, parfois, c'est pas la maman, c'est pas le papa qui vient chercher, il donne à une tierce personne qui vient chercher le médicament, l'Azilix, vous avez vu tout à l'heure, l'Azilix, un huitième, le captopril. Et quand on leur dit, ça, c'est une préparation, il faut faire... c'est pas pour moi. Après, on est... Voilà. Et là aussi, on a eu un drame, on a vécu un drame. Je le partage puisque vous me tendez la perche. Alors, on a une petite qui habite à Élizy. Et donc, elle se fait soigner à Alger, dans une clinique privée. Et à qui on a remis une ordonnance comme ça. Donc, 3 médicaments, le sildenafil, l'Azilix, plus le captopril. Et elle est repartie, alors d'Alger, elle est repartie à Élizy. Ok, elle est partie dans une pharmacie, on lui a servi. Et donc, la maman, elle était éberluée. Comment donner un comprimé, un quart, un demi, bon, bref. Ensuite, bien sûr, téléphone, les réseaux sociaux, etc., ils ont atterri chez moi. Donc, je lui ai expliqué, je lui ai préparé et je lui ai envoyé par prestataire de transport. On n'a pas de transport dédié pour les médicaments, mais bon, tant bien que mal, l'urgence, elle était là, il fallait que je... Et sauf que c'était le week-end et Tizi Ouzou, Élisée, Yalidine, il a mis 4 jours pour arriver. Et malheureusement, elle a pris qu'une seule fois, une ou 2 fois. Et la petite, elle était enflée, elle n'a pas pris la Zélix pendant 4 jours. Et elle est partie. La petite, elle est partie. Je l'avais mis, ça m'a tellement impacté. Je l'ai mis sur le forum Snapo. Et la petite, à un moment donné, elle ne voulait pas prendre son médicament. Elle disait à sa maman, ça c'est la maman. Elle disait à sa maman, c'est tout. Et elle est partie comme ça. Donc l'idéal, donc il faut que le médecin, n'est-ce pas, mais au fait, cette journée, normalement, elle est dédiée pour les pharmaciens et les médecins. Hein. Les absents, ils ont toujours tort. Mais ça ne fait rien, on peut toujours la reprendre. Donc, le prescripteur, il faut qu'il informe le patient. Et donc, le patient, il se dirige vers son officine. Maintenant, si son officine préférée fait des préparations, tant mieux. Sinon, il ne faut pas hésiter à passer la main. Encore une fois, là aussi, il faut tout un fichier parce qu'on est dilué dans la masse. Je ne dis pas que je suis seule à faire les préparations. Il y a plein de pharmaciens qui font des préparations. Sauf qu'on ne se connaît pas. Et Dr Mansouri, n'est-ce pas, Dr Malouane, à un moment donné, il a suggéré
est-ce qu'il y ait un fichier national de tout, avec toutes les coordonnées, etc., de tous les pharmaciens préparateurs pour que les malades ne soient pas perdus. On reçoit des malades de partout. De partout, ça c'est pas normal. Quelqu'un qui a une préparation et qui monte, je dis n'importe quoi, à Tamanrasset, il va prendre un hôtel pour venir chez moi à Tizi Ouzou. Donc, c'est vrai que la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût, n'est-ce pas? Voilà. Et le circuit idéal, bien sûr, serait que le prescripteur délivre 2 ordonnances. Une ordonnance pour le pharmacien hospitalier et une autre pour le pharmacien d'officine. Il faut, pour les malades, les grands malades, il faut que le traitement soit initié dans la structure. Initié, ne serait-ce que pour 2 jours, 3 jours. Après, le relais, il sera pris par le pharmacien de ville. On sait que les lits sont occupés, nos hôpitaux sont surchargés et tout, mais il faut initier d'abord ça au niveau des structures. Après, le patient, donc le pharmacien hospitalier et le pharmacien officinal, il faut qu'il y ait des contacts. Parce que le pharmacien hospitalier, il peut initier la avec des excipients X, il faut qu'ils s'entendent. Parce que parfois, il suffit de changer d'excipient pour que les choses ne marchent pas. C'est pour ça que la communication, elle est très importante, primordiale. Et la numérisation, justement, elle va régler pas mal de soucis, n'est-ce pas? Ouais. Et pourtant, on ne s'est pas concerté, on atterrit les mêmes points. Alors, donc là, je reprends. Alors, comment assurer la continuité du traitement en toute sécurité? Alors là, il y a des actions qu'il faut mener déjà au niveau du prescripteur. Le pharmacien hospitalier, on est condamné à travailler. Tout à l'heure, j'ai dit le pharmacien hospitalier, le préparatoire hospitalier et le préparatoire officinal. Mais ce n'est pas parce que je suis officinal, je ne m'occupe pas du préparatoire hospitalier. Normalement, on doit établir des passerelles entre nous. Il faut qu'il y ait une communication. Sur le terrain, ce n'est pas ce qui se passe. On est taxé, on est jugé et tout le monde, chacun travaille dans son coin, alors que pour l'intérêt du malade, les choses ne marchent pas comme ça. Donc, anticiper la sortie du malade pour commander la préparation magistrale à l'officine du patient, mais il y a la problématique qui s'en charge. Est-ce que c'est le service? Est-ce que c'est le pharmacien hospitalier? Et il y a beaucoup de questions comme ça. C'est un chantier qu'il faut défrichir. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que le circuit a formalisé au sein de l'établissement déjà. Qu'est-ce qu'on peut dire du pharmacien préparateur? L'exécution des préparations magistrales constitue un des devoirs des pharmaciens à l'égard de la santé publique, n'est-ce pas? Et répond de droit à ses attributions. Il ne peut s'y soustraire, normalement, n'est-ce pas? Sauf pour des motifs scientifiques. Il y a des prescriptions hors AMM. Là, il faut une discussion, n'est-ce pas? En raison d'impossibilités légales ou bien par défaut de moyens techniques adaptés. Et je pense que la deuxième catégorie qui ne prépare pas, en fait, c'est par manque de moyens, j'espère. Le préparatoire, donc je reste quand même optimiste, malgré que tout est noir autour de nous. Le préparatoire survivra, car les attentes et les défis sont grands. Il y a ce genre de malades qui nous attendent. Moi, j'ai un enfant, c'est ce qu'on appelle le bébé poisson, c'est le collodion. Donc, il y a une hyperkératose. Et donc, c'est des bébés qui ne vivent qu'avec des préparations. Il n'y a rien à faire. J'ai un bébé collodion, mais bon, ce n'est pas aussi dramatique parce que là aussi, il y a plusieurs formes. Et donc, la vaseline, eau de chaud, plus huile d'amande douce,
mais c'est des préparations. C'est-à-dire qu'il ne vit qu'avec ça. Et vous savez, on a beau utiliser tout ce qu'on trouve sur les marques, Uriage et compagnie, ça ne donne pas comme la préparation magistrale. Il y a une amélioration de la petite, ça va beaucoup mieux. Il subsiste juste un problème quand elle a commencé à marcher. Donc, c'est des enfants qui sont sujets souvent à des infections, surinfections. Et vous savez, ce qu'on voit sur le crâne, c'est des voiles qui descendent comme ça pratiquement tous les 2 jours. Et la maman, généralement, ce n'est pas les mamans, c'est une tierce personne qui coupe ce voile. C'est tellement sec. Et il y a les cancéreux aussi, je pense à l'allopurinol qu'on prépare pour les gélules pédiatriques pour les enfants cancéreux. Voilà. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? À la lumière de tous ces éléments parcourus, on notera que quand même la préparation magistrale, elle reste une des stratégies thérapeutiques quand même pour la prise en charge de nombreuses maladies, surtout les maladies orphelines, qui pèsent lourd sur le système de santé publique, surtout en absence d'auxiliaires. J'en ai pas parlé. Dans notre pays, on n'a pas les auxiliaires de vie. C'est pas comme ailleurs. Ailleurs, dès qu'ils diagnostiquent, ils passent l'administration et on leur affecte des auxiliaires de vie, chose qui n'est pas qu'on n'a pas, n'existe pas en Algérie. Donc, un papa qui a un enfant comme ça ou pour pour la prise en charge des cardiopathes et tout, c'est l'absentéisme, c'est ceci, c'est cela, c'est la maman, j'en parle même pas. C'est la maman, elle arrête de travailler. Et même s'il y a la fratrie qu'il faut prendre en charge. Et est-ce qu'elle a... Il faut voir les mamans qui ont des... C'est une maman qui a fait une dépression postpartum. Et puis, suite à... en voyant son enfant comme ça, c'est pas évident. C'est pas évident. Donc, des tares supplémentaires s'ajoutent. C'est pourquoi réinvestir la paillasse, n'est-ce pas, les jeunes, il faut, même les anciens, il faut renouer avec la paillasse. Même si c'est la vaseline avec l'acide salicylique, croyez-moi, c'est pas pareil avec, c'est pas pareil avec ce qu'on trouve sur le marché. Et établir des communications fructifiantes devient plus qu'indispensable entre les différents acteurs de la santé. Une interconnectivité multisectorielle, donc là je pense à tout. Je pense au cursus universitaire et comme je vous ai dit tout à l'heure avec le docteur Zebish, franchement je suis restée frustrée parce qu'on a parlé de la dermocosmétique, mais on n'a pas parlé, c'est bien, c'est un créneau intéressant. Il y a des adeptes, il y a des passionnés de la cosmétique, et puis c'est rentable. Mais à aucun moment, on a parlé de la préparation magistrale. Je crois qu'il faut mettre l'accent au niveau du cursus universitaire, que ce soit pour les médecins ou les pharmaciens. Et qu'on leur apprenne à rédiger une ordonnance pour préparation magistrale. Ailleurs, justement, on va la voir demain avec l'atelier ailleurs, la CNAS pour qu'elle rembourse, et il faut l'expression préparation magistrale en absence de, c'est réglementé, vous voyez. Et donc le cursus des professionnels de la santé, la formation professionnelle pour les, on est éreinté, on aimerait bien avoir des collaborateurs compétents dès le départ. Et les caisses d'assurance, il faut qu'ils reprennent quand même. Il y a des malades qui laissent tomber parce qu'au bout d'un moment, il y a des démunis, ils ne peuvent pas suivre les préparations magistrales comme ça à long terme. Les formations continues, tout ça, c'est garant d'un bon système de santé publique. Et merci.